Un profil que tu préfères? Non, moi, comme tu veux, ouais. Je lui demande, il a l'habitude. Bilal, Donald, ça va mon frère? ça va et toi, mon frérot? Ça va Enfin, impeccable. ça fait Je plaisir. me trouve en présence de Bilal Chkitou, que vous devez sûrement connaître. À mes yeux, c'est le meilleur boxeur avec la meilleure communication, les meilleures idées au niveau de sa C'est gentil, promotion sur les réseaux. Donc ça, c'est fabuleux. Merci, mon frère. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton parcours? Parce qu'il y a d'autres personnes peut-être qui me suivent et qui ne te connaissent pas. Ouais, bien sûr. Moi, je suis originaire de Nanterre, du quartier Pablo Picasso. De base, je suis footballeur. Je ne suis pas du tout dans la boxe. Quand j'étais plus jeune, j'étais passionné de foot. Mais j'ai grandi dans une famille de boxeurs. Mon grand frère Rida, mon grand frère Rachid. Ils m'ont fait baigner dedans. Donc déjà tout petit, je boxais avec mes frères. Je mettais les gants à la maison, dans le salon ou quoi. Donc j'ai toujours eu cet amour-là de la boxe, même si je voulais devenir footballeur professionnel. Après, vers l'âge de 16 ans, j'ai voulu vraiment commencer la boxe sérieusement et faire des combats. J'ai fait un premier combat amateur que j'ai gagné. Mais mon frère Rachid, à ce moment-là, il ne voulait pas que je boxe. Il avait trop peur pour moi. Il m'a dit, si tu veux, tu fais de la boxe en loisir, mais tu fais pas de combat, remets-toi au foot. Et lui, il était en plein dans sa carrière, donc il ne voulait pas être dérangé par moi, tu vois. Ce que je comprends totalement, hein, tu vois. Parce que ça reste un sport dur et voilà, il avait peur pour moi, donc c'est l'aspect protecteur du grand frère. Donc je l'ai écouté, j'ai repris le foot. Et après, vers l'âge de 20 ans, là, je me suis dit, allez, je vais me remettre dans la boxe. Là, j'étais plus grand, j'étais majeur et vacciné, donc mon frère ne pouvait plus me refuser la boxe. Et par contre, il m'a dit, si tu t'y mets, mets-toi vraiment à fond, sérieusement, entraîne-toi dur. Et après, c'est ce que j'ai fait. Et après, ça a commencé à bien marcher, tu vois. D'accord. Aujourd'hui, tu as quel âge? J'ai 32 ans. Tu as 32 ans. Ouais. Donc là, ça fait plus d'une dizaine d'années maintenant que C'est ça. tu es boxeur. Et quand tu étais plus jeune, toi qui viens d'une grande cité, qui est bien connue, Pablo Picasso, est-ce que, même si tu n'étais pas boxeur, tu étais bagarreur ou non? Parce Non. que on sait qu'en cité, souvent, on est tous passés par là, hein, les tête-à-tête, les choses comme ça. Est-ce que ça t'a aussi poussé vers là ou t'as pas eu ce genre de... Pas du tout. Déjà, grâce à mes grands frères, on avait une famille assez respectée, tu vois, au quartier. On avait une grande famille, donc il n'y avait pas trop de problèmes qui venaient à moi. Mais même s'il y avait peut-être des gens qui me cherchaient ou quoi, j'étais quelqu'un de très calme. Donc je suis quelqu'un de gentil, tu vois. Donc je n'étais pas forcément quelqu'un qui cherchait à m'embrouiller ou quoi. D'accord. J'ai dû me battre une fois dans ma vie, peut-être, ou deux, c'est tout. Donc c'est pas forcément un truc, la boxe, qui m'a canalisé ou quoi, comme la plupart, comme beaucoup de gars, tu vois. Comme mon grand frère Rachid, par exemple, quand il était jeune, c'était vraiment un bagarreur et tout. Lui, ça l'a canalisé. Moi, pas forcément. Moi, j'étais déjà très calme et peut-être que la boxe, au contraire, ça m'a permis d'extérioriser quelque chose. Peut-être la partie violente de moi, tu vois, qui était enfouie peut-être. Et voilà, hein. Mais sinon, ouais, j'étais tranquille. Ok. Au niveau du foot, tu avais un certain niveau ou pas forcément? Comment tu te classais, comment tu te positionnes au niveau de ton niveau au foot à l'époque? Objectivement, j'avais un très bon niveau. J'ai joué à la CBB et au Red Star. J'ai touché le monde, on va dire, semi-professionnel. Parce que à la CBB, j'étais à un très bon niveau. Et au Red Star, pareil, je me suis entraîné avec la nationale. Et jusqu'en senior, tu vois. Ça veut dire c'est à l'âge où, en vrai, où c'est dur de rebasculer vers un sport et d'essayer de passer professionnel. Mais oui, j'avais un bon niveau. Et d'ailleurs, quand j'ai voulu me remettre à fond dans la boxe, mon frère Rida, qui est là, il me disait, mais qu'est-ce que tu fais, tu vois? T'es à deux doigts de peut-être réussir dans le foot. Est-ce que tu as des choses à te prouver? Pourquoi tu te mets à la boxe, un sport dur? Et moi, non, j'avais plus la fougue et la flamme pour jouer au foot, tu vois. Donc, je sentais que je devais faire cette transition. Tu as senti, tu as goûté aux joies du travail personnel, au Oui. sport personnel, parce que on en apprend, je pense, beaucoup plus sur un sport individuel que sur un sport collectif, je pense. Oui, exactement. C'est top. Tout à l'heure, je me suis permis de te demander si tu étais plutôt bagarreur ou non, parce que tu venais d'une grande cité et tout ça, parce que tu connais très bien Kevin Elessadio, Oui. c'est ton frérot, c'est Ouais. mon frérot. Et du coup, lui, c'est tout l'inverse. Lui, il était très bagarreur et il était footballeur comme toi. Ouais, C'est pour exactement. ça que vous avez un cheminement assez particulier, C'est mais vrai. pas pour les mêmes raisons. Lui, c'était pour se canaliser. Donc Ouais, toi, ouais. c'est l'inverse. Mais c'est fabuleux parce qu'aujourd'hui, vous faites partie des têtes d'affiche de la boxe en France. Et qu'est-ce que justement ça te fait, toi, d'être à ce niveau-là aujourd'hui? Quand tu prends du recul, tu te dis waouh, ce que j'ai accompli, est-ce que tu t'en rends compte ou non?
Je m'en rends compte. Et ouais, c'est vrai que je me dis, c'est fou, tu vois, c'est fou parce que de base, encore une fois, je suis pas boxeur, tu vois, pour moi. Tu vois, de base, moi, je suis vraiment un footballeur dans l'âme. D'ailleurs, je suis chroniqueur dans une émission de foot sur Canal+, parce que, voilà, c'est mon identité, tu vois. Mais peut-être qu'au final, je suis boxeur en vrai, tu vois, parce que j'ai grandi dans une famille de boxeurs, c'est dans mon ADN, c'est dans mon sang. Mais c'est vrai qu'au début, je n'étais pas prédestiné à ça, tu vois. Comme je t'ai dit, je n'étais pas violent, je n'étais pas bagarreur. Et même dans les débuts, quand je me suis mis vraiment à fond dans la boxe, tu sais, il y a des sparring où tu prends des coups, où t'as le nez qui saigne, et tu te remets en question, tu te dis, mais est-ce que je suis capable en vrai? Est-ce que je suis fait pour ça finalement? Est-ce que j'ai la force de mes frères, tu vois? Parce que moi, mes frères, c'est des gars puissants, très durs et tout. Donc je me suis remis beaucoup de fois en question, tu vois. Et après, à force de travail et tout, et aussi la famille, l'entourage qui nous conforte dans notre décision, ça facilite. Aziz, le coach. Aziz, ça va, en forme. Et du coup, le fait d'être dans une fratrie avec tes deux grands frères qui boxent, qui font du haut niveau, hein, déjà pour Rachid, c'est du haut niveau. Après Rida, il était très engagé, donc c'est aussi quasiment du haut niveau. Exactement. Tu ne te sentais pas un peu... tu n'avais pas la pression de te dire, bon, il faut que je fasse quelque chose d'équivalent, ou tu y allais un peu en mode, je fais mon truc et puis on verra? Bien sûr. En fait, quand j'ai commencé, déjà dès le début, grâce au nom de mon grand frère, j'ai boxé dans des belles organisations. Malamine Koné, il m'a appelé souvent à l'époque pour boxer dans ses soirées. Donc déjà, j'avais une exposition et tout le monde voulait voir le petit Chiquitou, tu vois. Donc ça mettait une vraie pression. Et surtout que moi, j'étais en apprentissage, j'avais que 6 combats amateurs. Tu vois, je ne l'ai pas dit, mais j'ai 6 combats amateurs. Et je suis passé pro. Ah oui, et donc j'étais vraiment en apprentissage, j'apprenais mon métier. Et les gens, ils pensaient déjà que ah non, faut il est pas comme son frère. Ah, il est pas, tu vois. Je recevais déjà des critiques, tu vois. Mais moi, dans ma tête, j'étais en mode, mais moi, j'apprends mon métier, tu vois. J'apprends vraiment la boxe. Je suis encore en mode, limite, c'était des combats amateurs pour moi. Donc ouais, il y avait vraiment une grosse pression. Et après, bah, encore une fois, la famille, l'entourage qui te soutient et qui te conforte dans l'idée de dire que si tu as le talent, tu as les capacités de le faire. Et à force de travail et de patience, en vrai, après, ça paye. Quand tu as commencé, tu étais jeune, donc tu avais un physique qui n'était pas encore développé. Est-ce que le fait qu'il se développe avec les entraînements et tout ça, ça t'a aussi donné beaucoup confiance en toi? Tu as senti que tu devenais vraiment un homme et que tu sentais que tu pouvais avancer dans ta carrière? Clairement. Même il y a peut-être 2 ou 3 semaines, mon frère Rida, il me disait ça encore, tu vois. Il me disait, dans tes blocages, t'es dur, c'est plus comme avant. Là, t'es vraiment un homme, tu vois, des mots forts, mais qui ont tout leur sens en vrai, c'est ça. Toi, tu dis ça parce que tu connais la boxe et tu sais de quoi tu parles. Mais c'est vrai que maintenant, quand je suis en sparring ou quoi, tu vois, à l'image d'un Canelo, parce que j'aime beaucoup ce boxeur, je me sens pareil, tu vois, dans la dureté des blocages, même dans mes attaques et tout. Je sens que j'ai pris en maturité et en force aussi, bien sûr, avec le travail physique, le travail de la préparation physique, tout ça. C'est vrai que je suis plus le même boxeur qu'avant. Ce qui est logique en vrai, tu vois, parce que les années passent et on s'étoffe. Tu définirais comment ton style? Parce que d'un regard extérieur, on voit que niveau défense, tu as vraiment passé un cap. Là, on voit que tu es vraiment souple. Tu te définirais dans quel style? Un style assez offensif, quand même. J'aime bien avancer. Avec ma venue ici au BAM, j'essaye de travailler encore plus l'aspect défensif. Les mouvements de buste, les blocages, je suis quelqu'un de très solide dans mes blocages, mais j'en ai oublié des fois d'esquiver, à l'image de mon combat contre Eggington en Angleterre, de mouvements de buste qui peuvent faire éviter pas mal de coups, tu vois, parce que trop bloqué, c'est pas bon non plus. Mais voilà, mon style, c'est plus offensif, un peu à la mexicaine, tu vois. C'est ce que j'allais te dire. Un peu à la mexicaine, un gros débit de coups, et essayer de se rapprocher de l'efficacité de Canelo, tu vois. C'est vraiment mon but ultime en vrai. C'est une inspiration pour moi, c'est un vrai modèle. Donc là, j'ai ma réponse. Le numéro 1, celui que tu vois en inspiration totale, c'est lui. Ouais, c'est Canelo. Je m'inspire de pas mal d'autres boxeurs, tu vois. Mais numéro 1 pour moi, c'est Canelo. Ça se rapproche plus de mon style, tu vois. Je t'ai pas demandé dans quelle catégorie tu boxais, mais peux-tu nous dire dans quelle catégorie tu boxes? Alors, dans le début de ma carrière, j'ai commencé en super welter, donc à 69 800. Et maintenant, je me sens mieux en poids moyen.
Tu vois, le combat par exemple contre Papo, je l'ai fait en super welter et je sentais un manque de niaque, tu vois, un manque de patate. C'était pas forcément dur de faire le poids en super welter, mais je sentais que je perdais ma niaque que j'avais en sparring quand je me trouvais à 76 au poids, tu vois. Donc la catégorie des poids moyens, pour moi, je me sens parfaitement bien dedans. Parce que moi, je suis un boxeur qui, quand il y a un peu de vitesse ou de mouvement de jambes, ça me dérange un peu, tu vois. Alors que l'affrontement physique, la dureté, on va dire, là, c'est un peu plus mon domaine et j'accepte ça. Donc en poids moyen, je m'y retrouve. Et tu sais très bien qu'en super welter ou en poids moyen, les deux, ça frappe. Hein. Ouais, avec la vitesse, que ça soit en super welter ou en moyen, ça frappe. Même en welter, ça frappe. Donc c'est ça en fait, parce qu'avant je me disais peut-être que je vais descendre en super welter ou en welter, comme ça je serai encore plus puissant et les mecs ils vont me faire moins mal. Mais au final non, tu vois, en super welter, en welter ça frappe aussi. Hein. À l'année, est-ce que tu arrives à maintenir ton poids ou tu dois vraiment faire des efforts pour justement arriver à des échéances là, Maintenant, en gros, moi je me maintiens à 80 kg toute l'année, 79-80 kg, j'essaye de pas trop monter au-dessus de 80. Et après quand j'ai la date de mon combat, environ 2 mois avant, là je commence la diète et je me maintiens en préparation à 77 kg pour après faire le poids à 72-500, tu vois. Ça m'est déjà arrivé de faire des petits cuttings, pas comme en MMA, mais faire des petits cuttings, ça m'est déjà arrivé. Mais voilà, j'essaie de me maintenir à ce poids-là pour aussi le côté préparation, pouvoir porter des charges lourdes pour gagner un peu en force. Il faut un peu monter en poids. Justement, entre le début de ta carrière et maintenant, qu'est-ce qui a changé au niveau de ta préparation physique? Au début, comment tu faisais ton physique? Qui est-ce qui t'entourait? Et maintenant, qui est-ce qui t'entoure et qui te prépare physiquement? Bah, au début, franchement, je faisais tout seul. Je faisais tout seul, un peu avec mes frères, tout ça. Après, en 2019, j'ai fait la rencontre de Valentino, qui est un grand préparateur physique, qui a pas mal de combattants, qui m'a fait énormément de bien, qui a développé ma force, mon explosivité. Donc j'ai appris la préparation physique, la vraie préparation physique avec lui. Ensuite, j'ai rencontré aussi Benoît Z, qui est un entraîneur de Muay Thai, mais aussi un préparateur physique, tu vois. Et j'ai pas mal bossé avec lui, surtout en termes de cardio. Pareil, il m'a fait énormément de bien. Et maintenant, je travaille avec Mounir Hadi ici au BAM. C'est un peu similaire à ce que je faisais avec Valentino. Donc voilà, je m'y retrouve et je me sens bien. Donc voilà, j'ai passé pas mal d'étapes et j'ai rencontré différents préparateurs. Pour la plupart, tout s'est bien passé avec eux tous. Donc voilà, c'est top. Tu étais au Red Star quand tu faisais du foot, mais après tu es passé au Red Star pour la boxe également. Le son, est-ce que ça te dérange? Non, non. Oui, exactement. Bah, j'ai fait Red Star Foot et Red Star Boxe. En fait, pour la petite anecdote, en 2013, je rentre du Maroc et je dis à mon frère Rachid, je vais reprendre la boxe. Mais à ce moment-là, je joue encore au foot au Red Star. Il me dit, ok, bah, tu vas au Red Star à Saint-Ouen, je vais t'envoyer chez Eric Tormos, il va s'occuper de toi comme un papa. D'accord? Mais mon frère, il savait même pas que je jouais au foot au Red Star, tu vois. Il s'en foutait de ma carrière de footballeur, tu vois. Et donc, je vais au Red Star Box et je m'inscris avec Eric et tout, mais je continue ma carrière de footballeur à côté. Et moi, je faisais quoi? J'allais au Red Star à 18h, à l'entraînement de foot, jusqu'à 20h. Et après, à 20h, j'allais à Saint-Ouen à la boxe. Il y avait peut-être 200 mètres de route. Ouais. Il y avait peut-être 200 mètres entre le stade Bauer de foot et le club de boxe. Et donc, et des fois, je me disais, oh, j'ai peur que Eric il me voit dans le stade et tout, alors qu'il venait même pas au club, tu vois. Mais je me disais, imagine, il sait que je fais du foot aussi à côté et tout. Mais après, ça n'a pas duré longtemps parce qu'avec la prépa physique de la boxe, c'était trop dur. Donc, au bout de 2-3 mois, voilà, j'ai fait mon choix, j'ai arrêté le foot et je me suis dirigé vers la boxe vraiment à fond. Ok. Quand toi, tu as été au Red Star avec Eric Tormos, vous avez parlé de carrière. Lui, il a une expérience incroyable. Ouais. Il n'a pas été entraîneur de l'équipe de France à un moment donné. Exactement. Quand moi, 2012. Je suis arrivé en 2013 là-bas. Ouais. Mes premiers sparring que j'avais fait avec Tony Yoka, c'était en 2012, juste après qu'il fasse Londres. C'est ça. Et du coup, je voyais Eric Tormos. Mais quand je l'ai revu après, il avait commencé à prendre la bidoche. Donc, j'étais plus sûr si c'était lui ou non. si, c'est lui. Voilà, donc c'était en 2012, il était le coach de l'équipe de France. Et après, moi, je suis arrivé au Red Star en 2013. C'est là où il a repris le club vraiment. Ok. Donc, quand il a vu tes qualités, tes travailleurs, ça, on ne peut pas le contester. Est-ce qu'il t'a fait des plans de carrière où il t'a expliqué comment fonctionnait la boxe professionnelle ou pas? Oui, Eric, il m'a... De toute façon, c'est pour ça que mon frère m'a dirigé vers Eric.
c'est parce que Eric, il avait vraiment une grosse expérience, il avait vraiment de la bouteille au niveau de la carrière professionnelle et du monde de la boxe. Donc il m'a tout de suite bien dirigé, il m'a dit regarde, on va faire des combats amateurs déjà pour que tu reprennes le rythme du ring, parce que c'est pas pareil, la salle et le combat. Donc on a fait des combats amateurs. Et après, il m'a dit on va prendre une licence étrangère parce que j'avais que 6 combats amateurs, je ne pouvais pas prendre de licence française. Donc je l'ai suivi, on a pris une licence étrangère et on a fait des petits combats au fil du temps. Voilà, c'est lui qui trouvait les adversaires, les bons adversaires pour me permettre d'apprendre mon métier encore une fois. Et voilà, et je l'ai suivi les yeux fermés, tu vois, ça s'est super bien passé. C'était quel pays? Tu as été licencié dans quel pays? Luxembourg. Au Luxembourg, ouais. Donc voilà. Donc c'est bien en fait. Ce serait peut-être bien qu'aujourd'hui on ait la possibilité de prendre des licences françaises aussitôt pour qu'on puisse se développer complètement ici. Bien sûr, parce que quand tu vas à l'étranger, les autres peuvent te voir et vouloir te recruter. Donc c'est ça. Des pépites peuvent se retrouver à l'étranger. Je comprends que la fédération veuille protéger les boxeurs, mais il y a des boxeurs qui ont le niveau de passer en professionnel, et surtout il y a des boxeurs qui ont déjà la boxe pro et qui n'ont pas la boxe amateur. Et c'était mon cas, tu vois. Moi, arrivé en amateur, il y avait un moment où j'allais stagner, même pas stagner, j'allais perdre des combats parce que j'avais pas cette boxe-là amateur, tu vois, où ça va très vite, 3 rounds. Moi, j'aimais bien prendre mon temps en combat, analyser tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de passer pro, tu vois. D'accord. Là, aujourd'hui, on se voit parce que tu vas faire ton combat pour le 21 décembre. C'est la WBC Silver, la ceinture. Comment c'est venu cette opportunité pour toi? Incroyable, incroyable, parce que la WBC Silver, je l'ai faite en Angleterre contre Sam Eggington. C'est un titre. Tu as marqué les esprits là-bas d'ailleurs. Oui. C'était un gros combat. Tu as fourni un combat spectaculaire et ils ont vraiment apprécié. Oui, c'est vrai, c'était un gros fight. C'était une période compliquée, c'était un peu le Covid, fin du Covid, et on me propose le combat à 1 mois et 10 jours. Et je dis à Eric, allez, on y va, il n'y a pas grand chose en boxe, donc vas-y, on y va, je me sens prêt. Et donc on est parti, on a fait le fight. Mais voilà, titre incroyable. Quand j'étais un peu plus jeune, je ne me rendais pas compte de la ceinture, comment elle était prestigieuse. Quand je l'ai vu à la conférence de presse devant moi, c'est comme si un enfant il voyait des bonbons, tu vois. Ouais. J'étais comme un fou. Déjà, la fédération WBC, c'est ma préférée, comme tous les boxeurs, je pense. Voilà. La référence. Exactement, même si les autres fédés sont belles aussi. Et voilà, ça fait plaisir aussi d'être champion dans d'autres fédés, mais celle-là, elle a un goût particulier. Et donc, voilà, la ceinture, elle m'a échappé à ce moment-là. Donc, j'en ai un petit goût amer. Et là, avec l'arrivée au BAM, ce qui est bien, c'est que j'ai toujours été dans les classements WBC parce que j'ai toujours fait des ceintures WBC. J'ai fait WBC Méditerranée, francophone, et puis la Silver avec Eggington. Là, j'ai fait une WBA Afrique en Libye, donc j'ai changé de fédé juste pour cette ceinture-là. Tyson a assisté Tyson était là. A assisté à son combat, c'était incroyable. Tu as fait une analyse de mon analyse KO, parce que c'était absolument magnifique ce que tu as fait. Merci, c'était pour montrer un peu le niveau. Merci parce beaucoup. que c'est des choses simples, comme j'expliquais, mais qui ne sont pas faciles à reproduire. Tu sais que j'ai reçu énormément de messages après cette vidéo, parce que les gens ne se rendaient pas compte. Et quand tu as fait l'analyse, ils disaient « Ah ouais, purée, quand on y va comme ça, c'est incroyable et tout. » Tu vois, quand tu décortiques et tout, et tu le fais très bien. Donc les gens, là, ils captent, tu vois. Tu as fait un très beau travail. Merci, mon frère. Et donc, pour revenir à la ceinture, en gros, je suis resté dans les classements de la WBC. J'étais 16e, je crois, et je suis passé 9e sans boxer. Aziz, il a fait un gros travail avec la WBC, pas mal de discussions. Je sais que la WBC, ils savent que j'ai beaucoup travaillé avec eux, donc on entretient de bonnes relations. Et Aziz me dit, on va organiser au Muro, le 21 décembre, on fait la ceinture de Khalil WBC Silver, et on veut que tu fasses la WBC Silver toi aussi. Le truc, c'est que la WBC Silver, c'était Hamza Shiraz qui l'avait. C'est un ami à moi, un Indien qui vient en Angleterre, très très fort. On s'entraînait ensemble à Los Angeles. Et je sais qu'Hamza, il avait défendu la Silver 3 ou 4 fois. Donc je savais qu'il allait la lâcher là. Je savais qu'il allait faire le championnat du monde. Et donc je lui écris, je lui dis Hamza, est-ce que tu vas lâcher la Silver? Parce que moi je dois la faire en décembre. Et il me dit ouais, le 22 février, je fais le championnat du monde contre Carlos Adames pour la WBC. Donc elle va être vacante là, tu peux te positionner. Et donc on s'est tout de suite positionné dessus, avec le club, avec mes frères. La WBC, ils ont validé, ils ont dit Bilal il est légitime pour la faire. Ils nous ont proposé un adversaire, on a accepté. Et voilà, et Hamza Shiraz fait championnat du monde le 22 février contre Carlos Adames.
dans la catégorie, donc j'y porte une attention particulière, tu vois. Parce que tu la touches un peu plus du bout des doigts. Bien sûr, bien sûr. En final, j'y croyais pas, tu vois, peut-être il y a un an ou deux, tu vois, je me disais non, j'en suis loin. Mais plus le temps se rapproche et plus je me dis c'est fou parce que là je suis 8e WBC, si je prends la Silver, je peux rentrer dans le top 3. Et après derrière ça peut aller vite, tu vois, donc c'est fou. Et ça montre que tout est possible. Je pense que Bruno Suras nous a montré que tout est possible dans la boxe et dans la vie en vrai. Donc voilà, il faut laisser les critiques derrière et avancer. Chaque étape que tu franchis te donne un peu plus de clairvoyance sur ton niveau et sur tes objectifs au final. Ouais. Donc ça c'est super. Exactement. Franchement c'est top. Donc là on aura 2 ceintures pour le prix d'une dans la même soirée. C'est ça, ouais, 2 silver dans la même soirée, franchement c'est fou. C'est juste fou, 2 Français, moi Khalil. 2 Français franco-marocains. Franco-marocains, ouais, exactement. Donc là c'est incroyable. On représente tout le monde. Représenter tout le monde. Les Mureaux, le Nanterre. Vous avez du soutien au Maroc, ouais, puisque ton frère a son club de boxe. Ouais, exactement. Enfin, je ne sais même pas si on peut dire un club, c'est peut-être limite un camp de boxe. Ouais, aussi. On voit comment il est tenu, les sparring, ça fait plus camp que club de boxe. C'est vrai. C'est vraiment un camp. Il y a tous les combattants, ils vont, ils passent. Quand ils sont là-bas un peu en vacances, ils passent s'entraîner. Pas mal de sparring. Voilà, c'est vraiment un club comme ici, hein, un peu à la dure. Rachid, tu vois, il envoie les mecs au sparring, ça bosse. Donc, et moi, pareil, j'ai fait un bout de ma préparation là-bas, donc c'était top. On le voit parce que ton frère, malgré toute l'expérience qu'il a, il reste affûté et il met les gants. Oui, quelqu'un qui toujours, met les gants, il est toujours actif. Oui. Rappelle-nous où est-ce que se trouve ce fameux camp d'entraînement? À Marrakech, en plein centre-ville, à Guéliz. Il s'appelle la Fight Academy. Donc voilà, c'est une salle sur 2 étages. Il y a aussi du jiu-jitsu brésilien, il y a des cours de MMA, des cours de boxe thaï, donc c'est cool, il y a tout. Ouais. Magnifique. Si un jour ça vous intéresse de faire un stage là-bas, on ira là-bas. Yes. Okay. Une ceinture, ça demande beaucoup de moyens. Ouais. Tu as des sponsors ou comment tu as pu financièrement? On va rentrer dans les détails parce qu'il faut comprendre un peu les entrailles. Hein. Ça tombe pas du ciel. Donc explique-nous un peu comment tu as fait pour... les coulisses de la boxe. En fait, le problème de la boxe anglaise et ce que les gens ne comprennent pas forcément, souvent ils nous reprochent de boxer des gars moins bien classés que nous ou des gars qui ne sont pas dans le top 10, tout ça. Le truc, c'est qu'il faut savoir que les gars du top 10, ils sont limite inaccessibles. On ne peut pas les inviter pour combattre en France parce qu'ils ont tous un promoteur. Et si on leur dit je veux te combattre pour la WBC Silver en France, il y a une mise de départ qui est trop élevée. Exactement. Ils vont nous demander peut-être 200 000 €, ce qu'on n'a pas, parce que pour eux, ils boxent chez eux pour peut-être plus, donc ils ne vont pas venir à l'étranger risquer de perdre pour moins d'argent. Donc forcément, c'est très compliqué. Et vu qu'il y a moins de télé et tout ça, il y a moins de sponsors. Donc on est obligé de créer nos événements nous-mêmes. Là, le BAB organise le gala, mais moi, je prends en charge mon combat. Donc c'est-à-dire que c'est moi qui cherche mes sponsors. J'ai trouvé pas mal de sponsors qui m'aident et qui me soutiennent dans mon projet, parce que c'est vraiment un projet que j'ai mis en place. Dans ma tête, je suis programmé pour aller chercher cette ceinture mondiale. Et là, la Silver, pour moi, c'est une étape. Mais bien sûr, il faut prendre étape par étape. Mais voilà, j'ai dû chercher les sponsors pour payer ce fight-là. Payer l'adversaire, payer la fédération, les arbitres, les billets d'avion. Donc voilà, en fait, c'est la partie cachée de l'iceberg que les gens ne voient pas. C'est qu'il y a beaucoup d'argent dépensé pour juste un combat, tu vois. À tes risques et périls en plus. Exactement. Parce que c'est pas toi qui choisis ton adversaire. En l'occurrence, il te l'est imposé par la WBC. Donc ça veut dire on te met quelqu'un à faire valoir. Donc c'est pas je te mets un vieux gars, on te met quelqu'un qui a du niveau. Exactement. Et tu dois financer tout ça, faire venir, si j'ai bien compris. Hein. Exactement. Donc quand on dit le faire venir, c'est payer son billet d'avion, son hébergement, sa nourriture, les frais de bouche, voilà, tout soit sa là. bourse. Voilà. Il arrive, lui, c'est du clé en main. Voilà, il arrive, il fait son travail, c'est de boxer. Exactement. Donc, il y a le boxeur, mais il y a son staff aussi. Il y a son staff. Donc là, le Mexicain, il vient avec 4 personnes. Donc c'est beaucoup. Après, on doit payer aussi les arbitres, parce que les arbitres ils viennent tous de l'étranger. La WBC nous impose 3 arbitres étrangers. Faut payer leur vol, leur salaire aussi, c'est ce qui est normal. Payer les taxes de la fédération, les ceintures. Bref, c'est compliqué, mais... En termes de fourchette de prix, pour qu'on s'en rende compte, parce que là, on a besoin de chiffres. Tu n'es pas obligé de rentrer dans les détails, mais au grand minimum, une soirée comme toi,
Combien il faudrait investir? Alors, juste le combat ou la soirée? Le combat. Alors, juste le combat, voilà, parce que moi, je ne prends pas en charge la soirée. Quand je parle de la soirée, c'est la sécurité, la lumière, tout ça. Bien sûr. Moi, je prends en charge que mon combat. Mon combat, en gros, il coûte entre 30 et 60 000 euros. Ouais. Tu vois? Est-ce que vous pensiez et vous saviez que c'était des sommes aussi faramineuses? Est-ce que vous avez 30 000 euros ou 60 000 euros à sortir de votre poche pour prétendre à une ceinture que vous considérez peut-être comme pas assez prestigieuse parce que c'est la silver? Ouais. Vous imaginez, si les boxeurs sont les top 10 mondiaux prennent des bourses à des millions de dollars, ça veut dire que les mises, c'est x3, x4. Et surtout, comme tu as dit, en vrai, on monte sur le ring avec un pourcentage où on ne sait pas si on va en ressortir vainqueur ou quoi, tu vois. La boxe, tout peut se passer. On se met vraiment à nu sur le ring parce qu'on met tout de côté, on met notre orgueil, notre fierté. Voilà, tous les mois de travail, on les met sur le ring, on essaye de tout faire pour qu'on en sorte vainqueur, bien sûr. Mais voilà, il y a tout ça, tu vois. Tout ça derrière, la diète, la préparation, les doutes, tu vois, plein de choses que les gens ne s'en rendent pas compte, tu vois, les coulisses de la boxe, le côté un peu hors lumière, tu vois. Bien sûr. Et c'est pour ça aussi que je tiens à préciser, et c'est bien, hein, pour moi, tu as un bel exemple, et vous devriez faire la même chose dans le sens où toi, tu as compris très vite, très tôt, la puissance des réseaux sociaux. Ouais. Si demain, vous voulez avoir des sponsors, financiers ou autres, il va falloir vous vendre. Exactement. Comment allez-vous vous vendre si vous n'avez pas de données à leur proposer ou des choses à leur proposer? Toi, tu gères ton image comme il faut. C'est très bien. Merci vraiment, beaucoup. tu fais de la recherche. C'est limite de la recherche et du développement. Tu trouves des scénarios, des choses qui donnent envie de te regarder. Et tous les boxeurs font la même chose. Il y en a, ils le font par le trash talk, etc. Ouais. Toi, tu as choisi une autre image. Montrer ton quotidien, montrer la joie de vivre et plein de choses. Tantôt tu es sérieux, tantôt tu es plus dans la rigolade, tu es d'ailleurs beaucoup plus dans la fraternité, les choses comme ça, que dans le vas-y je suis dur. Ça tu sais le montrer sur le ring et dans les entraînements. Donc tu ne te donnes pas une image, voilà, tu restes dans ta file, en fait, dans ton coin, ça c'est super. Et franchement, est-ce que le fait de gérer ton image comme ça sur les réseaux t'aide plus facilement à trouver des sponsors? Bien sûr. Comme tu as dit, en vrai, moi je pense que j'étais l'un des premiers à faire les réseaux sociaux aussi ouvertement en tant que combattant. Maintenant, il y a eu le MMA qui est arrivé et il y a pas mal de combattants MMA, même amateurs, qui le font très très bien. En anglaise, on a un peu plus du mal. Il y a plus de on est plus réservé. On est un peu plus réservé, je ne sais pas pourquoi. Il y a moins le côté chaud comme exactement. Ça. Exactement. Mais faudrait que les combattants le fassent parce que, comme pour moi, ils vont avoir des sponsors, ils vont trouver plus facilement des combats, les promoteurs vont faire appel à eux parce que la boxe, c'est un business. Un promoteur, pourquoi il va t'appeler? Il va pas t'appeler parce que tu as un beau job, tu vois. Tu sais fédérer, ramener des gens. Bien sûr. Ils voient un réseau à travers toi, c'est un réseau. Exactement. Il voit Bilal, mais il se dit, putain, derrière Bilal, il y a quand même 200 000 followers. C'est ça. Il y a plein de boxeurs. Il y a plein de boxeurs. Et il y en a plein qui boxent très très bien. Il y en a plein qui ont un bon jab, un bon crochet, un bon uppercut. Qu'est-ce qui va faire la différence? La différence, c'est le côté image, ton côté un peu bankable. Bien sûr, après, il faut être bon sur le ring, tu vois. Je dis pas qu'il faut être bon que sur les réseaux, au contraire, il faut allier les deux. Ça, tu l'as bien compris, on l'a vu avec d'autres. Anthony Joshua, par exemple, chez les lourds, ça a été un des premiers à faire ça. Premiers à faire ça. Ah, Joshua, oui, exactement. Jusqu'à ce que ce soit quand même Hugo Boss qui vienne à lui. Donc on ne parle pas de la petite marque d'à côté. Hugo Boss, ça veut dire c'est un côté prestigieux et ils l'ont toujours mis comme ça. C'est ça, c'est des marques qui s'intéressent de base aux footballeurs, tu vois. Voilà. Et là, ils s'intéressent à un mec comme Joshua. Ça veut dire qu'en termes de marque et en termes d'image, Anthony Joshua, c'est vraiment quelque chose de lourd, tu vois. C'est top. Justement, un petit conseil, avant qu'on termine, un petit conseil pour ceux qui voudraient justement avoir des sponsors, tout ça. Des sponsors et surtout comment ils feraient pour gérer leur image. En vrai, déjà, le message que j'ai, c'est que déjà, faut être soi-même, en vrai. Faut pas chercher à ressembler à quelqu'un, faut pas essayer de faire du Bilal Kitou ou faire du Cédric Doumbé, tu vois. Faut vraiment être soi-même et partager ce que vous avez envie de partager au final, tu vois. Moi, j'ai partagé mes séances d'entraînement. J'ai un peu mis en scène avec des musiques, avec des costumes ou avec des choses différentes. Mais j'ai pas montré par exemple ma vie personnelle, tu vois. Je montre très peu de choses de ma vie perso, mais il y a des gens qui peuvent le faire et ça peut aussi ramener quelque chose, tu vois.
En vrai, je pense que les jeunes, ils devraient bien sûr communiquer, mais le faire avec leur ADN et leur caractère, tu vois. Merci Bilal pour cet plaisir. échange qui est un des échanges sur de nombreux qu'on va faire parce qu'on n'a pas fini de te suivre. Merci pour tout. Là, tu vas faire ton entraînement médiatique. On va prendre des images de toi ici et on te suit à fond sur les réseaux. Merci et bien beaucoup. sûr, le 21, on vient supporter. Obligé. Okay. Merci à tous les auditeurs et tous ceux qui nous regardent. À bientôt. Je laisse le Bilal. Merci mon frère. C'est gentil. Avec plaisir mon frérot.